Oui, écoutez, j'ai un parcours un peu atypique, hein. J'ai grandi à Dakar, et j'ai fait mes études à l'université de Dakar. J'ai eu l'occasion de travailler pratiquement pendant une décennie au niveau de l'administration publique sénégalaise. Donc avant de me rendre aux États-Unis pour des études complémentaires, mais également en Écosse. À mon retour, j'ai eu l'occasion de travailler pour la Fédération internationale pour la planification familiale comme conseiller régional, avant de faire partie de l'équipe qui a mis en place le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, donc à Genève, où j'ai eu l'occasion d'ailleurs de diriger un peu l'équipe chargée de la région Afrique, avant de me rendre aux États-Unis à nouveau pour aller créer la direction des programmes du Fonds des Nations Unies pour la population en 2008, direction que j'ai dirigée pendant plusieurs années avant de me retrouver à Dakar en 2015, donc à la tête du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Mais à New York, j'ai eu quand même le privilège de diriger un peu la réponse humanitaire, mais également de jouer un rôle important en ce qui concerne la réforme de l'organisation pour mettre l'organisation vraiment sur le chemin de la gestion basée sur les résultats. Oui, mais écoutez, c'est une gestion relativement simple et complexe. Une gestion qui se fait par mon équipe ici à Dakar. J'ai un peu une équipe de conseillers régionaux, dirigée par un directeur adjoint, qui s'occupe un peu de la coordination un peu de l'équipe, mais également de la facilitation de toutes les opérations que nous menons à travers le pays. J'ai une tâche relativement aisée, qui est une tâche un peu de la définition des orientations, de l'appui aux différents pays, mais également des relations avec notre siège à New York, mais également de la coordination de tout ce que nous faisons au niveau de la région avec les différentes agences du système des Nations Unies pour que nous puissions ensemble, la main dans la main, peser un peu dans la construction de cette région. Oui, le sommet de Nairobi que nous avons organisé du 12 au 14 novembre 2019 au Kenya, d'ailleurs que nous avons appelé un peu le sommet de Nairobi. C'était pour célébrer deux événements majeurs. Le 25e anniversaire de la conférence internationale sur la population et le développement du Caire, mais également le cinquantenaire du Fonds des Nations Unies pour la population. Une célébration avec un objectif double. D'abord, apprécier les progrès importants que nous avons faits dans des domaines extrêmement critiques comme la mortalité maternelle, la lutte contre la mortalité maternelle, l'accès à la planification familiale, mais également tout ce que nous faisons pour mettre un terme aux violences basées sur le genre, comme les mariages précoces, mais également apprécier un peu les chemins importants qui nous restent un peu à parcourir pour faire en sorte qu'aucune femme ne meure en donnant la vie et que chaque femme, chaque couple, chaque individu qui a besoin d'accès aux services de planification familiale puisse avoir accès, mais également qu'on puisse vraiment donner un avenir meilleur à la jeunesse africaine en mettant un terme à ces jeunes qui meurent dans le désert ou qui meurent en traversant l'océan. Je pense que c'était un succès parce que nous nous attendions à avoir 5000 participants. Nous nous sommes retrouvés avec exactement 10 047 participants. Nous avons eu à Nairobi 174 pays représentés, un nombre important de chefs d'État et de gouvernement, sans compter les ministres, les jeunes, la société civile, les partenaires au développement, mais je peux dire quand même que nous avons eu 1251 engagements qui ont été pris par
tous les acteurs pour faire en sorte que nous ne laissions personne derrière et que nous puissions accélérer la mise en œuvre du programme d'action du Caire, qui était un programme d'action pour les droits et les choix pour tous, surtout pour les jeunes. Je crois que c'est très simple. Nous avons la possibilité, à l'instar des pays asiatiques, d'ailleurs que nous appelons un peu les dragons asiatiques, donc l'Afrique au sud du Sahara peut tirer au moins 500 milliards de dollars chaque année et pendant une période de 30 ans au moins de la capture du dividende démographique. Donc je crois que c'est une opportunité extraordinaire pour accélérer la marche de l'Afrique vers la prospérité. Donc si l'Afrique profite un peu de ces 500 milliards de dollars chaque année, je pense que nous avons de quoi investir dans la prospérité en Afrique. Mais je pense que la croissance démographique vient naturellement avec des risques parce que, donc je dis toujours d'ailleurs que c'est le courant démographique très fort qui rend les pays fragiles encore beaucoup plus fragiles. Simplement parce que chaque enfant de plus donc, est une demande additionnelle en termes d'éducation, une demande additionnelle en termes de services de santé, une demande additionnelle en termes d'infrastructures. Et comme vous le savez, les ressources ne sont pas élastiques. Donc, les autorités du Niger me disaient il y a de cela quelques semaines que chaque année, ils ont par exemple 600 000 nouveaux élèves qui doivent aller à l'école. Et malheureusement, ils n'arrivent qu'à scolariser que 300 000. Ce qui signifie donc qu'il y a la moitié des jeunes qui arrivent donc, qui doivent aller à l'école, qui ne vont pas à l'école, et qui sont donc pratiquement laissés dans la rue. Et c'est le même schéma que nous retrouvons dans tous les pays de la sous-région. Et je pense que donc ces jeunes sont vraiment à la merci de tous les marchands d'illusions, en plus d'être exclus des possibilités de production. Et je vais vous donner un exemple. Nous allons inéluctablement vers la 4e révolution industrielle. Et cette 4e révolution industrielle va demander un peu des changements dans le type de formation, des changements dans le type d'emploi, des changements dans tous les rapports sociaux. Et je pense qu'il va falloir avoir un peu une jeunesse très bien formée, pas même la formation actuelle pour laquelle la jeunesse africaine n'a pas accès, mais vraiment de nouveaux types de formation pour lesquels ceux qui sont exclus n'auront pas droit, même ceux qui vont à l'école, je pense ont besoin de renforcement, d'efforts additionnels pour pouvoir en faire vraiment des citoyens de la 4e génération. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de choses à faire. C'est possible, mais ce n'est pas automatique, ce n'est pas évident. Je pense qu'il faut naturellement investir dans la santé, y compris la planification familiale, parce que tant que la femme va connaître à avoir 6-7 enfants, il ne nous sera pas possible de donner l'éducation qu'il faut à tous nos enfants et même de les préparer à la compétition. Il faut également la création d'emplois productifs. Donc il y a donc la santé, l'éducation, la création d'emplois productifs. Mais tout ça n'est possible que dans un environnement de bonne gouvernance. Et malheureusement, les pays africains n'ont pas l'espace fiscal pour réaliser tous ces investissements massifs dont nous avons besoin pour transformer le paysage de développement du continent. Donc nous avons besoin d'investir dans des partenariats, dans de véritables partenariats, comme je le disais dès ce week-end à Marrakech. Il faut donc des partenariats parce que ce qui se passe dans un pays aujourd'hui ne peut pas être ignoré par les autres pays. Donc ce n'est pas de la charité, ce sont des partenariats, c'est une façon de protéger les uns et les autres parce qu'aujourd'hui, lorsque un pays a un problème, ses voisins le ressentent et les voisins des voisins le ressentent. Donc mon appel aujourd'hui, c'est vraiment que tout le monde, que nous puissions investir dans des partenariats pour transformer l'Afrique et le monde. Oui, je crois que c'est un phénomène normal. Je dirais d'ailleurs que les mouvements de population en Afrique donc, représentent pratiquement 90% des mouvements de population. On parle souvent un peu des jeunes
Africains qui vont en Europe et au-delà, mais ils représentent à peine 10%. À peine 10%. Donc je crois que c'est un phénomène qui affecte certains de nos voisins immédiats, comme l'Italie, hein, qui reçoit environ, qui a environ 650 000 immigrés. Mais je pense que c'est environ 10% de la population italienne. Donc je pense que l'impact est assez sensible. Mais en réalité, les mouvements de population, je pense qu'à l'intérieur de l'Afrique, entre pays africains, constituent vraiment le phénomène le plus important. Je pense qu'il faut travailler là-dessus. Et je crois qu'en donnant aux jeunes une bonne éducation, en créant des emplois et en leur assurant un peu des opportunités, nous pouvons mettre un terme à ces jeunes qui meurent en mer. Mais également, nous pouvons agir sur ce que nous appelons un peu l'immigration clandestine, ou d'ailleurs l'immigration forcée, parce que ces jeunes qui meurent en mer, qui n'ont d'option que de partir, je pense que nous devons faire quelque chose pour eux. Moi, je pense en investissant dans le dividende démographique. Malheureusement, ce sont des tendances lourdes qui ne se règlent pas en 2 ou 3 jours. Donc l'Afrique est partie pour avoir une population qui va continuer à augmenter pendant les décennies qui viennent. Et même si on prenait un peu toutes les mesures aujourd'hui, vous voyez donc le bébé qui est né ce matin, donc nous prions pour qu'il vive. Il faut travailler dans la durée, il faut travailler sur des investissements d'envergure, mais également il faut travailler dans des partenariats où les uns et les autres, les actions des uns et des autres se renforcent et que les synergies pourraient nous permettre un peu d'accélérer un peu cette marche vers le progrès. Oui, je pense que c'est vraiment un recueil donc, où nous parlons un peu de notre expérience du passé récent, mais également où nous retraçons un peu l'évolution des partenariats donc ces dernières décennies, où nous présentons également un certain nombre d'expériences vers la fin de l'ouvrage. Et l'idée principale, c'est vraiment d'encourager le passage à l'échelle. L'idée, c'est de montrer qu'il y a énormément de petites expériences concluantes sur lesquelles nous invitons les uns et les autres à travailler ensemble, la main dans la main, passer à l'échelle et créer la masse critique dont nous avons besoin pour altérer les conditions de vie des populations aujourd'hui. Je pense que c'est une réflexion, c'est une proposition d'ailleurs qui a été développée comme une contribution à l'occasion de la célébration du 50aire de UNFPA. Et j'en profite pour rendre un hommage au président Issoufou du Niger, mais également au vice-secrétaire général des Nations Unies qui ont préfacé l'ouvrage, et à mon boss, le docteur Natalia, qui a fait un postface assez, en tout cas qui inspire beaucoup, et dire que j'espère que l'ouvrage sera utilisé par les uns et les autres pour, en tout cas, construire l'Afrique que nous voulons. La planification familiale nous permet un peu c'est l'outil le plus puissant pour transformer un peu la structure de la population d'âge. Et lorsque nous parlons de dividende démographique, nous parlons principalement d'un changement de la structure de la population. Lorsque vous passez par exemple d'une structure de la population où vous avez l'essentiel de la population qui ne travaille pas, donc à une structure de la population où l'essentiel de la population travaille, donc c'est-à-dire que la population à charge est moins importante, vous avez réalisé les conditions pour la capture d'une dividende démographique. Mais c'est une condition nécessaire qui n'est pas, mais elle n'est pas suffisante, parce que si la population n'est pas bien formée, je pense que vous avez très peu de chance, vous n'avez d'ailleurs pas de chance de capturer le dividende démographique. Certains pays comme l'Inde ont par exemple suivi cette expérience où la population s'est transformée, mais l'Inde n'a pas suffisamment investi dans l'éducation pour relever un peu la productivité et tirer plein profit un peu de la capture du dividende démographique. Et c'est ça exactement que les pays africains doivent éviter en s'inspirant par exemple du modèle de Singapour. Singapour qui a quand même bâti son hégémonie économique, j'allais dire,
sûr en investissant dans l'éducation, ce que l'Inde n'a pas fait. Moi, je crois que, j'allais dire que la religion était donc une contrainte, mais aujourd'hui, je pense que les lignes commencent à bouger. Nous avons vu il y a de cela quelques semaines ici à Dakar, donc au King Fahd, le vice-imam de Al-Azhar, je pense, prononcer une fatwa, hein, en disant que le mariage des enfants était un péché. Ouais, donc, ça fait quand même plaisir d'entendre un peu les autorités, les plus hautes autorités religieuses, donner quand même des messages forts en ce qui concerne certains de ces phénomènes qui sont à l'origine un peu du courant démographique. Parce que lorsqu'on marie une fille à 13 ans, je pense qu'elle est bien partie pour faire 10-12 gosses. Voyez un peu. Mais en réglant cette question du mariage des enfants, en disant, comme d'ailleurs les 1500 imams que j'ai réunis à N'Djamena il y a de cela 2 ans et demi, avaient déclaré en disant que l'islam était favorable à la planification familiale. Donc je pense que les lignes commencent à bouger. Les imams, les religieux musulmans comme chrétiens et autres, je pense, sont des partenaires, je pense, avec qui il faut travailler pour faire bouger les lignes. Et je pense que nous sommes dans la bonne direction dans chacun de ces domaines. Maintenant, il faut garder le cap donc, sur ces réformes et faire en sorte que ces bonnes nouvelles puissent être partagées partout où la religion, en tout cas, reste encore, j'allais dire, un peu un obstacle donc, aux avancées auxquelles nous aspirons. Oui, nous avons des relations excellentes avec l'organisation des premières dames africaines. Hein. Donc, j'ai eu d'ailleurs l'occasion de faciliter un peu la dernière séance à Yokoyama, donc au Japon, donc, où elles étaient venues nombreuses, en tout cas soutenir un peu les transformations dont nous venons de parler, donc pour que nous puissions mettre un terme aux violences basées sur le genre, que nous puissions faire en sorte que la femme, partout et surtout dans ce continent, puisse avoir accès donc, aux services de planification familiale, donc qui non seulement constitue un peu un investissement dans la santé de la femme, mais dans le droit de la femme et donne à la femme les choix dont elle a besoin un peu pour assurer une maîtrise de son corps et de son avenir. Voyez un peu, je pense qu'elles interviennent également dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida, où elles ont eu d'ailleurs à jouer un rôle extraordinaire en ce qui concerne un peu les résultats que nous avons obtenus ces dernières années. Donc ce sont vraiment des acteurs ou des actrices, mais extrêmement engagés et qui aujourd'hui veulent plus, je pense, pour le continent africain. Donc je les rencontre très régulièrement dans le cadre de mes nombreux déplacements à travers le continent et en dehors du continent. Et je dois d'ailleurs saluer un peu leur engagement, leur mobilisation, je pense, en faveur un peu du développement du continent, surtout donc pour les jeunes, les femmes et les personnes les plus vulnérables.